Comprendre le comportement humain, c'est tellement l'élément distinctif d'un professionnel de service d'un autre. Donc, que vous offriez des conseils, une expertise, que votre business est vraiment sur l'intangible, comprendre le comportement humain est vraiment l'élément qui fait toute la différence. Donc, dans cet angle-là, cette semaine, j'ai invité mon ami, un homme que j'adore, Michel Villa, pour justement nous parler de l'importance de comprendre le comportement humain chez nos clients. Le tout, c'est vraiment pour mieux les aider. Et au final, plus qu'on les aide, plus qu'on se démarque, plus qu'on se distingue. Et ça devient aussi un outil de développement d'affaires. On va s'entendre là-dessus. Maintenant, allons à l'entrevue. Donc, bonjour Michel et bienvenue avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, Sarah. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Nice. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais, si tu pouvais, pour le bénéfice de tous, te prendre un moment pour te présenter. C'est pas compliqué. Je suis conférencier, chroniqueur et formateur boursier et je m'intéresse au comportement humain à la bourse. Pour ceux qui me connaissent un peu, ceux qui sont dans mon univers savent que le comportement, je suis fascinée par le comportement humain. C'est quelque chose que Michel et moi, sur lequel Michel et moi, on échange souvent. Fait que des fois, on va s'envoyer par Messenger, whatever, par courriel, des articles, des choses comme ça. Oh, lis ça, regarde ça. C'est vraiment deux geeks du comportement humain. Donc, j'aimerais aujourd'hui que, justement, qu'on regarde l'angle sur en quoi est-ce que c'est important de comprendre le comportement humain de nos clients. Parce que tout part de là. Hein? On pense qu'on est des êtres rationnels, qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on pèse le pour et le contre, bénéfices et coûts, puis qu'on est très rationnel, qu'on prend notre temps, qu'on respire par le nez. Ça, c'est pas vrai du tout. On est des bébites d'émotions. Puis ce qui arrive, c'est que dans des moments très importants, on a tendance à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que quand on est paniqué ou stressé, c'est démontré que notre quotient intellectuel perd en moyenne 13 %. Donc, ce que ça fait, c'est que notre cerveau est rendu au vestiaire, puis on ne prend pas des décisions qui sont en lien avec nos objectifs, d'où l'importance de tenir compte de ça. Donc, quand la vie va bien, il n'y en a pas de problème, on a tendance à prendre des bonnes décisions. Mais quand, comme on dit en anglais, désolé l'expression, shit hit the fan, c'est là que c'est important. Donc, je te dirais que Sarah, pour vraiment prendre les bonnes décisions, il faut être sa coche peut-être 5 % du temps. Mais ce 5 % du temps-là a tellement d'impact sur tout, que ce soit sur le conditionnement physique, une diète ou la gestion des placements. Certaines erreurs peuvent être catastrophiques. Puis c'est important, dans le fond, de tenir compte de ces moments-là. Donc, par exemple, si tu fais des efforts pour être vraiment en forme, puis là, tu l'échappes, tu dis, regarde, moi, je ne m'entraîne pas pendant 2 semaines, tu as perdu complètement ton momentum. Ou à la bourse, après une baisse de 35 % tu décides de vendre parce que tu n'es plus capable, bien, tu n'as pas profité du rebond boursier. Donc, de comprendre que dans des moments clés, tu dois bien te comporter, c'est ça qui va faire la différence. Malheureusement, Sarah, c'est que souvent, les clients de nos clients, parce que nos clients, c'est souvent des conseillers en placement, planificateurs financiers, ce n'est pas vraiment quantifiable. Parce que si tu décides de ne pas vendre en mars 2020 et que le marché a rebondi, le client ne s'en souviendra pas que tu as dit ça parce que ce n'est pas quantifiable. Mais la journée que la personne a vend, tu as des traces de ça. Puis évidemment, c'est un manque de rendement. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on trouve que c'était comme un sujet un peu là, à l'eau de rose ou bonbon. Puis on néglige cet aspect-là, mais qui est tellement important parce que si tu fais atteindre tes objectifs à long terme, c'est vraiment le cumul des décisions qui vont faire la différence, mais surtout dans des moments clés. Mais c'est tellement, puis tu sais, je trouve que quand notre business est en service conseil, parce qu'on Oui, s'entend que, tu sais, moi, ma business, c'est mes conseils. Toi, ta business, c'est aussi du conseil. C'est de l'intangible. oui, Quand notre business, c'est de l'intangible versus quelqu'un qui vend des stylos, on veut comprendre qu'on est des humains qui font affaire avec des humains. oui. Donc, cette geste est une grande partie de notre rôle, une énorme partie de notre rôle, j'ai envie de dire, c'est justement cette gestion d'émotions-là qu'on a à faire.
Donc, le client arrive, les baguettes en l'air, il veut tout vendre ou il veut tout arrêter, ou l'autre qui arrive puis il veut vraiment, il se pense qu'il est à Vegas tout d'un coup puis il veut embarquer all-in. C'est pas au niveau rationnel qu'on va aller les convaincre, mais c'est au niveau de comprendre leur comportement. Absolument. Puis juste avant d'aller davantage sur ce point-là, c'est que les conseillers en placement savent que c'est important, la gestion des émotions. On a fait un sondage, puis on a demandé aux conseillers en placement, c'est quoi les priorités pour amener la valeur ajoutée? Et la gestion du comportement humain, il est dans le top 3. Mais tu poses la question aux clients, quels sont les facteurs de réussite pour avoir du succès? Le comportement humain, il est bas. Parce qu'imagine, tu es un client, tu te fais dire que tu prends de mauvaises décisions ou que tu es impulsif, puis tu n'es pas capable de t'auto-gérer. C'est pas vraiment winner comme approche marketing parce que les clients disent, ben voyons, moi, là, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Donc, il y a ce travail-là où ce qu'on doit faire un rapprochement de dire que c'est important, qu'on doit être là pour guider. Puis, si tu me permets, je vais aller avec un exemple. Oui. Donc, tu parlais tantôt que le client, il débarque et il est énervé. Donc, ce qui arrive, c'est que... Ça arrive une fois de temps en temps. Ça arrive, c'est normal. On est émotionnel. La manière qu'on enseigne, dans le fond, la finance, c'est que les gens qui veulent devenir conseillers en placement, c'est souvent parce qu'il y a une passion pour la bourse, pour les chiffres, les faits, les statistiques, les calculs. Mais ça, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu es un bon conseiller en placement. Puis ce qu'on oublie, c'est la composante émotionnelle. Donc, moi, je rêve du jour qu'un programme comme le CFA ou l'Institut québécois de planification financière ou le CSI m'ont vraiment donné des cours de comment rentrer en relation avec les gens à l'intérieur du programme. Donc, pas juste des cours de théorie, de faites attention au biais comportemental, mais si je parle en termes d'intervention. Donc, M. X, il appelle et il est énervé par rapport à ses placements. On est en pleine crise de COVID-19. Mars 2020, les marchés boursiers ont perdu de 30 et là, il est paniqué. C'est quoi le premier réflexe conseiller financier? C'est de dire, faites pas ça. Il y a plus de risques que le marché rebondisse. Vous allez passer à côté de vos objectifs. Et là, on est dans le mode conviction, argument, rationnel. Mais ton client, il est ailleurs. Lui, là, il est dans l'émotion, il est paniqué. La première étape, ce n'est pas d'essayer de le convaincre avec de l'objectif, c'est de désamorcer la crise d'émotion. C'est d'être à l'écoute, de le questionner, puis de l'amener à prendre une certaine distance par rapport à la situation, puis de dire qu'est-ce que ça change pour l'atteinte des objectifs. Est-ce que tu penses que la COVID va être encore là dans 2 ou 5 ans? Et là, c'est de le faire respirer par le nez. Et là, par la suite, tu peux y sortir ton jargon financier, tes faits, tes calculs, tes statistiques, mais c'est en deuxième temps. Donc, cette espèce de maîtrise-là de la relation humaine, c'est super important. C'est ça qui va faire la différence, que dans les moments clés, les gens vont conserver leur placement. Tellement. Puis, tu sais, dans mon programme percutant, puis souvent en conférence, je fais référence à l'échelle des émotions. Oui. Que notre client est à une émotion et nous, à une autre. Puis, notre rôle, c'est de réduire l'écart émotionnel parce que quand on est trop loin émotionnellement, oui. Il ne peut pas avoir de communication. Absolument. Le gap, il est trop grand. Donc, comprendre l'importance du comportement humain, premièrement, si je peux le mettre dans un framework, si je peux dire, c'est justement de comprendre qu'on est des êtres émotionnels. Oui. De réduire cet écart émotionnel-là avant de commencer avec du rationnel. Oui. Puis comment, justement, puis, tu sais, je trouve ça intéressant, tu sais, tu dis, oui, les conseillers savent, puis, tu sais, on parle de conseillers ici, mais on s'entend que les médecins, c'est la même chose, les fiscalistes, n'importe quel expert, on pense que c'est sur le savoir-être, mais la différence, la distinction, c'est dans le savoir-être. C'est un médecin qui est bête puis qui dit, ben, tu prends ça, tu fais ci, puis tu fais ça, thank you very much. Tu n'auras pas la même relation, puis tu ne le verras pas autant de manière tu ne le verras pas aussi crédible qu'un médecin qui prend le temps de s'asseoir, de démontrer de l'empathie, de communiquer, de réduire le gap émotionnel. Absolument, c'est une question de synchronisation. Tu sais l'importance d'établir un bon rapport, puis la synchronisation, c'est de reprendre les mots de la personne, de valider avec elle, de faire un peu les mêmes gestes sans nécessairement de copier comme un singe, mais juste d'être en synchronisation, d'être sur la même longueur d'onde.
Donc, le premier objectif, c'est de dire, la personne qui est devant toi, on essaie de jouer un jeu de miroir, dans le fond. Puis toi, tu essaies d'aider la personne à prendre la meilleure décision possible et, dans le fond, tu reflètes l'image de la personne. Donc, le client qui est devant toi, tu es son miroir et tu essaies de te mettre un peu dans sa position. Mais le fait que tu as une distance, c'est ton rôle à toi d'amener un aspect qui est plus objectif. Puis dans un miroir, qu'est-ce que tu fais? Tu répliques un peu ce que l'autre dit. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça crée cette espèce de lien-là. Et si tu n'as pas le lien à la base, il n'y a rien à faire. Puis tu le sais, Sarah, là, c'est quoi la règle? Si tu maroubianes là, au niveau du langage non-verbal, langage verbal, que les gens, dans le fond, dans une conférence, une formation, une présentation, ils vont se souvenir de 7% de ce qui s'est dit, puis le reste, c'est la tonalité, le langage non-verbal, puis qu'est-ce que tu retiens de ta discussion avec ton conseiller à placement? C'est pas la statistique de combien de fois que le marché va baisser dans la prochaine année, etc. C'est comment je me suis senti. Hey, m'as-tu écouté? Puis je suis bien encadré puis aligné? Puis si la réponse est oui, sky's the limit. Mais oui, tu sais, puis Harvard ont sorti une étude, à vrai dire, que 95% des décisions des humains sont faites par des émotions. Fait que Très bon, la très personne bon. ne se dit pas, tu sais, qu'est-ce que j'en pense de Michel? La personne se dit, comment je me sens? Consciemment ou inconsciemment, c'est de là que la décision est prise. Fait que Tout à tu nous fait. amènes justement à un autre sujet que tu parles souvent, puis qu'on échange souvent, c'est la prise de décision. Oui. Écoute, on a un ami en commun qui est Benoît Chalifou, qui est dans son Oui, on l'a livre déjà Être à eu. son meilleur, qui est excellent. Sort, tu sais, le fameux palmarès des meilleures habiletés ou compétences à détenir dans le futur. Oui. Et puis, dans le livre, il présente, dans le fond, les 10 habiletés à détenir en 2030. Et la première habileté, c'est la prise de décision et le jugement. Pourquoi c'est important? Parce que dans notre société d'aujourd'hui, tout le monde a accès à la même information. Oui. Tu sais, dans le temps, là, dans les années 80-90, tu avais un avantage au niveau informationnel. Si, par exemple, tu allais au garage, si tu connaissais ça, tu avais vraiment un avantage pour parler avec ton garagiste. Mais si tu ne connaissais rien, c'est vraiment difficile parce que tu n'avais pas de source d'information qui était disponible. À la bourse, c'est la même chose. On n'avait pas cet accès-là à l'information. Aujourd'hui, à cause d'Internet, des technologies d'information, tout le monde a accès à l'information. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est comment tu vas prendre cette information-là et aller chercher le meilleur. Puis moi, je compare ça avec un extracteur de jus. Un extracteur de jus, là, premièrement, tu vas prendre des bonnes oranges. Puis deuxièmement, tu vas aller chercher l'essentiel, le jus. Donc, on est dans une société où on abonde d'informations. Puis le conseiller en placement, il n'a pas le temps de tout se taper. Donc, l'objectif, ça prend quelqu'un qui est capable, dans le fond, de synthétiser qu'est-ce qui rentre dans ma machine à jus, puis d'aller chercher l'essentiel. Et c'est ça qui t'amène à prendre de bonnes décisions. Parce que souvent, on va tomber dans les pièges du biais de confirmation. Moi, j'arrive pour prendre une décision, on va se fier sur quoi? C'est ce que je pense. Puis là, je vais faire des recherches sur Google sur juste trouver des éléments qui vont supporter ma thèse. C'est comme Donc, il y a biaisé. aussi le biais de désirabilité, dans le sens que moi, je veux obtenir un objectif, moi, tout faire pour l'obtenir. Donc, tu as beau avoir toute l'information, ça ne veut pas dire que tu vas prendre de meilleures décisions, d'où l'importance de la prise de décision. Donc, pour atteindre cet objectif-là, Sarah, ça va être les modèles mentaux. Moi, je suis un gros fan de modèles mentaux. Puis le modèle mental, dans le fond, c'est quoi? Ce sont des principes tirés de différents domaines, comme la psychologie, les mathématiques, l'astrologie, la physiologie. Puis ce que ça démontre, c'est que ces principes-là sont bons puis peuvent être appliqués dans d'autres domaines. Comme par exemple la loi de Pareto. C'est le meilleur exemple. Oui. La loi de Pareto, c'est une loi mathématique, mais on peut dire en affaires que 20 de tes clients, c'est 80 de ton chiffre d'affaires. Donc là, ce que tu peux dire, c'est que oui, ton 20 des clients, c'est 80 des chiffres d'affaires, mais je te pose la question, il doit sûrement avoir certains clients qui ont plus d'impact que d'autres dans ton 20 Donc, ce que tu vas faire, là, tu vas aller au deuxième degré. Donc, ça, c'est un autre concept de modèle mentaux. Tu vas dire, je vais appliquer le 80-20 sur le 80-20. Donc, je vais prendre 80 de 80 et 20 de 20. Qu'est-ce que ça fait? 64, 4. Puis là, je vais aller encore plus loin de ça, puis je vais appliquer le 80-20 sur le 64, 4. Donc, 80 de 64, ça fait autour de 50. Et 20 de 4 donne 1. Puis ce que ça fait, dans le fond, c'est 1 de ce que tu fais
amène 50 de valeur. Donc, pense-y dans une journée, tu vas avoir un wow, tu vas avoir un contact client, tu vas lire un article, puis c'est ça qui va faire vraiment la différence dans une journée. Donc, le concept d'extracteur de jus, c'est carrément ça. C'est d'arriver puis de l'amener là. Puis pour ça, ça prend des bons outils, puis les modèles mentaux, ça te sert justement à prendre de bonnes décisions en appliquant des principes qui sont reconnus. Donc, Charlie Munger, qui est un partenaire de Warren Buffett, c'est un des premiers à avoir parlé de ça. Seeking Wisdom, c'est un excellent livre qui parle des modèles mentaux. Puis un petit gars d'Ottawa, Shane Parrish, sur le site Farnham Street, parle beaucoup de modèles mentaux. C'est excellent, mais je trouve, Sarah, qu'au Québec, ça demeure un sujet qui est peu abordé puis qu'on se doit de démocratiser. Et ça nous aide à prendre des bonnes décisions. Bien, là-dessus, on travaille là-dessus pour le démocratiser. Oui, c'est sûr. Oui. Nous, on travaille là-dessus ensemble. Puis, oui, puis, tu sais, ce concept-là du 1% qui fait 50% de ton résultat, c'est parce que là, on l'a mis dans un cadre de clientèle, mais ça s'applique à absolument tout. Tu sais, moi, je veux des entrepreneurs qui font 1000 affaires. Ils ont comme 10 projets de commencer, plein d'affaires. Puis je fais, non, mais attends une minute, là. Laisse faire les 15, on va en prendre 2, 3. Mais des choses qui ont un levier, justement, qui vont faire une différence. C'est la même chose avec notre gestion de temps. C'est la même chose avec absolument tout. Donc, le concept peut s'extrapoler à tout ce qu'on va faire dans la vie. Absolument. D'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle des projets ou des habitudes qu'on appelle dominos. Tu sais, le principe de domino, là, tu as comme une série de dominos, là, puis le premier fait ça de même, bang, 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 bang. Donc, qu'est-ce qui va faire que ton premier domino va créer, dans le fond, une chaîne de momentum qui est super important? Donc, par exemple, moi, ça va être quand je me lève le matin, je vais prendre un verre d'eau. C'est niaiseux, mais pour moi, c'est une victoire. D'autres personnes vont faire son lit, d'autres personnes vont méditer. Donc, ça a l'air con, mais quand tu commences avec ce genre d'affaires-là, tu as du momentum. Et là, ça crée cette espèce de chaîne-là de dire, OK, je vais prendre mon verre d'eau, je m'étire un peu, je sors dehors, je fais un audiobook, je médite, je lis un livre, je réponds à mes courriels. Et là, ça fait 1 heure, puis tu es déjà très performant, puis là, dans le fond, tu es comme allumé. Mais si ce n'était pas cette victoire-là au début, peut-être qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire. Donc, moi, j'aime beaucoup l'effet papillon. Hein? Il y a eu des films qui ont sorti, dans le fond, qu'un événement très anodin peut avoir des impacts vraiment importants. C'est un peu le même principe que le jeu du téléphone. Hein? Tu dis quoi, là, quand tu étais jeune, tu dis quelque chose à quelqu'un, puis là, on passe, puis à la fin, c'est quoi cette affaire-là? C'est complètement différent. C'est un peu ça. Donc, quand tu commences, puis tu crées une chaîne, tu ne sais pas où est-ce que ça va t'amener. Tu commences avec un geste, mais un autre geste en amène un autre, mais ce momentum-là, tu n'as aucune idée qu'est-ce que ça va sortir, comme le jeu du téléphone. Mais souvent, ça va t'amener ailleurs, puis ça va t'ouvrir des portes qui est vraiment incroyable parce que tu as justement ce momentum-là, puis tout est une question d'énergie. Donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment être sur les micro-habitudes, les petits jeux de base, les gains qui vont te permettre, comme si tu me dis, je veux écrire un livre, écris donc 100 mots. Oui. Parle-moi pas d'écrire un livre, écris-moi 100 mots. Écris-moi un paragraphe. Mais là, je n'avancerai pas. Oui, mais tu vas le voir. Tu vas peut-être vouloir en écrire plus. Alors, souvent, on est là avec le gros portrait, le big picture, mais on oublie d'y aller avec des petits jeux de base ou des petits wins, comme on dit en anglais, pour avoir du momentum. Ah oui, moi, je dis souvent think big, but act small. Donc, de penser grand, mais d'agir petit. Très bon, j'adore. C'est excellent. D'agir avec intention. Fait que j'aime ça quand tu parles de win, puis qu'on commence, on ne sait pas nécessairement exactement où ça va finir, d'où l'importance de l'intention. Oui. Parce que si moi, je ne décide pas c'est quoi les petites actions, bien, souvent, l'univers n'aime pas le vide. Hein? Fait qu'il y a d'autres choses qui vont se mettre là, qui vont peut-être m'amener dans une autre direction. Tu sais? Oui, tout à fait. Fait que c'est l'important. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse... qu'on amène quelque chose de vraiment concret, et on part un exemple de, mettons, justement parce que là, on a parlé de l'importance de comprendre le comportement des clients, on a parlé de la prise de décision, que ça se fait émotionnellement, on a parlé de certains des biais cognitifs. Mettons, là, si on le met dans un exemple concret pour les gens. Oui. J'ai un client qui arrive, les baguettes en l'air, il veut tout vendre.
C'est quoi mes options? OK. Bien là, dans le fond, la première étape, comme je parlais tantôt, c'est vraiment de désamorcer cette crise d'émotion-là. Donc, derrière cette émotion-là, il y a une raison qui se cache derrière. Donc, on doit gratter un peu. Hein? Puis là, on pose la question, pourquoi ça serait important pour toi de vendre? Puis dans le fond, tu veux aller faire ce qu'on appelle du morcelage vers le haut. Tu vas aller chercher, c'est quoi sa motivation profonde? C'est-tu qu'elle a peur de manquer d'argent? Est-ce qu'elle dort mal? Es-tu stressé pour le régime de pension de ses enfants? Bref, il y a une raison derrière cette peur-là. Donc, souvent, c'est juste un mécanisme de protection de la personne. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Donc, au lieu de juger la personne et de dire, bon, on va encore se planter en faisant une erreur de jugement, c'est de dire, attends un peu, là. Il y a quelque chose qui motive sa décision. Grattons un peu en étant en synchronisation pour mieux comprendre la personne. Et à partir de ce moment-là, on va être mieux positionné pour régler l'enjeu. Donc, souvent, quand les gens veulent tout vendre, c'est normal parce qu'ils se fient aux médias. Mais le média, il y a le biais de négativité. Souvent, c'est parce que leur voisin dit que le marché va plus bas. Oui, Souvent, c'est qu'ils ont peur parce qu'ils manquent d'argent. Puis il y a aussi un autre aspect, Sarah, c'est que des fois, leur tolérance au risque est mal calibrée. Tu sais, les fameux tests de questionnaire, tu dis, hey, es-tu capable de prendre un marché boursier qui perd 20 Ça doit être fait régulièrement, puis pas autour d'un thé l'été dans un chalet quand le marché boursier vient de grimper 3 années en ligne. Il faut peut-être révisiter ça. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Puis parfois, la bonne décision, ça serait vendre. Donc, si c'est ça, on va mettre en place un plan de match qui est rationnel. On va le vendre de façon, tu sais, mettons, décalée. On va en vendre une partie, on va en vendre une autre partie. Mais ça, c'est vraiment la décision qu'on veut le moins, mais ça se pourrait que ça soit ça. Mais déjà là, en le décalant, l'émotion, je viens de l'atténuer. Oui, ou tu vas dire, par exemple, hey, écoute, on s'en parle-tu demain, par exemple? On va se prendre un autre rendez-vous pour le plan de match, puis des fois, juste de le laisser respirer, la personne va dire, au final, je ne le ferai pas. Donc, c'est démontrer que tu peux avoir la discussion avec ton client, mais au lieu de tirer du gun tout de suite en raccrochant puis de vendre, tu peux dire, regarde, on s'en est parlé aujourd'hui, pense à ça, on va s'en reparler demain. Ça crée un espace. Parce que tu le sais, Sarah, dans le fond, une émotion en soi, c'est neutre. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ce qui est dangereux, c'est d'agir sur le coup de l'émotion. Donc, en créant un espace, ça, c'est bon. Donc, le client pourrait être, au final, la meilleure décision, ce serait de vendre pour plein de raisons. Puis, idéalement, ça serait de ne pas vendre. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'il faut être flexible dans les deux scénarios. Mais ça, tu vas arriver à ça seulement si tu comprends la raison pourquoi que le client est dans cet état-là. Et si tu ne fais pas cet exercice-là, même si tu utilises tous les tableaux, les faits, les calculs statistiques que tous les représentants de fonds communs de placement t'offrent, ce n'est pas là que tu vas vraiment te différencier. Donc, souvent, on va utiliser l'approche tunnel. Hein? Je pense qu'on s'en a déjà parlé. Tu es dans un tunnel, tu roules à 100 km/h, tu vas regarder vers l'avant, tu ne regarderas pas ses côtés, tu ne peux pas reculer. Juste le fait de sortir la personne du tunnel en disant qu'est-ce que tu penses que ça va donner dans 10 ans comme situation? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un vaccin dans les prochaines années? Et là, dans le fond, tu l'amènes ailleurs et tu fais du cadrage qui est positif. Quel serait l'impact pour toi de demeurer investi? Quel serait le bénéfice? Et là, de l'amener au lieu de l'amener dans un monde de peur qui ferait que la personne aurait tendance à paniquer. Puis, tu sais, je pense, définitivement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos clients. Oui. C'est de les garder alignés sur leurs propres objectifs, sur leurs propres rêves, sur leurs propres désirs. Puis des fois, ça veut aussi dire être capable de leur dire, ben, tu sais quoi, la nuit porte conseil, on s'en reparle demain. Et là, le client va revenir avec une émotion qui a des très, très bonnes chances qu'il soit complètement différente, puis que dans une couple d'années, il va dire, merci. Merci de ne pas m'avoir juste exécuté ce que je voulais, d'avoir tout vendu, par exemple, ou tout laissé là. Parce qu'aujourd'hui, ben, voici ce que j'ai. Donc, écoute, tout à fait. Puis, tu sais, moi, si tu me permets, là, moi, dans le fond, comme mot de clôture par rapport à ça, là,
sais, moi, David, c'est-tu Kevin, je pense, Kelly de mémoire, en tout cas, du gars du magazine Wire, là, lui, il disait Oui. souvent, l'objectif qu'on est dans le domaine du placement, c'est qu'on veut être le meilleur. OK? C'est tout le temps ça, l'objectif. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est que dans la vie, tu dois être le seul. Donc, moi, Oui. ça m'a toujours fasciné. Puis pourquoi je dis ça, c'est que ton client, il ne doit pas dire tu es le meilleur conseiller en placement parce que le meilleur, c'est très subjectif. Puis Mm. souvent, on va tomber dans le piège en termes de rendement. OK? Puis on va essayer de quantifier. Puis c'est normal que des fois, tu as des années qui sont moins bonnes. Mais si ton client te dit tu es le seul qui prend le temps de m'écouter, tu es le seul qui est vraiment là pour mes intérêts à moi, tu es le seul qui amène la valeur ajoutée à mes yeux, je pense que c'est ça qui va faire vraiment la différence. Puis ça, c'est vrai aussi comme entrepreneur, tu sais, d'avoir ton propre créneau, ton propre carré de sable. Puis seul, ça veut dire qu'est-ce que je lis, est-ce que c'est différent des autres? Mon approche est différente des autres? Le service à la clientèle. Puis malheureusement, on a tendance à avoir, à se fier aux raccourcis. Puis on tombe dans le piège de tomber dans le même type d'approche ou de service que la majorité des gens offrent. Parce Ouais. qu'être seul dans ce que tu fais, c'est très exigeant en termes de temps, d'effort. Ce n'est pas la voie la plus facile. Donc, moi, je te dirais, si j'avais une phrase pour terminer notre entretien, ça serait vraiment cet aspect-là. Essayons d'être le seul en termes de valeur ajoutée et non d'essayer d'être le meilleur parce que le meilleur, c'est très, très difficile. Mais si toi, tu offres quelque chose qui est vraiment différent, tu peux être vraiment le seul. Tellement. Tu sais, puis moi, je dis souvent, c'est de créer une catégorie de un. Oui, oui. That's it. Tu sais, c'est ça. Avant qu'on termine notre entrevue, moi, j'aime bien jouer dans la vie et Yeah. j'aime bien jouer à un jeu quand je fais des entrevues et c'est trois questions mystères. Yes, sir. OK. Donc, c'est trois questions que je choisis par hasard. Oui, Et l'objectif, l'intention ici, c'est d'apprendre à connaître l'humain derrière l'expert. good. Qu'on le sait, tu sais, puis on se suit dans les médias sociaux, puis on se connaît dans la vie aussi. Tu partages énormément sur tes connaissances, tes compétences, ton expertise. Tu es une personne énormément généreuse. Et là, je veux que les gens apprennent à connaître là. Est-ce que tu es OK, prêt? good. Ouais, Donc, je choisis une question, courte réponse, un ouais, mot, une phrase, that's it, pour vraiment aller à l'essence de c'est qui Michel Villa. good. C'est bon? Yes. Toujours très drôle. Je suis comme nerveux. Nerveux, tu sais. Ouais, Quelle opportunité est-ce que tu recherches? quelle opportunité que je recherche? Je recherche une présence à la radio. C'est exactement Hmm. l'opportunité que je recherche. J'aimerais ça avoir ma chronique de comportement humain à la bourse, une hebdomadaire pour présenter des pièges qu'on fait en investissement boursier. Nice! C'est lancé. S'il y a quelqu'un, quelqu'un. Dernièrement, on avait Marie-Chantal Millette, qu'elle, c'était allée, tout le monde en parle. Fait que j'adore C'est ça. vrai? OK, good. Je pense qu'une chronique radio pour le comportement humain en bourse a Ou le énormément. comportement humain en En général. Il général, est c'est tellement ça. spécifié. Ouais, Parce qu'on s'entend, comme on parlait tantôt, les médecins aussi pourraient gagner. Tu sais. ouais. Deuxième question, j'adore. Euh, c'est quoi ta plus grande valeur, celle que tu incarnes le plus? Rendre service. Je sais pas si générosité, là. Moi, quelqu'un qui me rend service, j'adore ça, puis j'adore rendre service. Donc, je te dirais générosité. Puis, Donc, vraiment donner, là. je te Vraiment, connais cet assez que aspect-là. Ouais. c'est vraiment une valeur que tu portes, Oui, oui, oui. tu incarnes. Ça, c'est Ouais. clair. Dernière et non la moindre. C'est quoi les choses qui sont le plus importantes dans ta vie à toi? La santé, c'est cliché à mort, mais moi, je pesais 240 livres il y a 20 ans. J'avais travaillé dans un bar pendant plusieurs années comme copropriétaire. Donc, je prenais un verre, deux, même quatre. Puis, je ne faisais pas attention à mon alimentation, je n'étais pas en forme. Puis, toute part de l'énergie, hein, j'en parlais. Donc, la santé, pour moi, c'est primordial de vraiment être en bonne forme physique. Puis, tu rends service à tout le monde parce que tu rends service, dans le fond, parce que tu augmentes ton espérance de vie. Tu es plus présent auprès de ta famille, puis tu es capable d'amener ce que tu veux là, comme création de contenu. Tellement. Deuxième, la famille. J'adore passer du temps avec ma conjointe, sa famille à elle, ma famille à moi, mes amis. Donc, la famille, pour moi, là, c'est extrêmement important.
Puis troisième, c'est d'avoir un impact. Peu importe, d'avoir un impact dans la vie des gens, que ce soit via mon entreprise ou pas, de faire la différence. Donc, encore une fois, c'est très cliché, mais c'est carrément ça. Ça serait mes 3 valeurs, dans le fond. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas cliché, c'est fondamental. Ouais, fondamental. Tu sais, des fois, les mots, hein, oh, l'importance. Génial. Michel, les gens ils peuvent te retrouver où sur le web s'ils veulent avoir plus d'informations sur toi, les conférences que tu fais, parce que tu fais des conférences au niveau institutionnel dans les firmes, mais tu fais, moi aussi, j'ai des clients que je t'ai envoyés, que tu as fait des Ouais. clients qui sont conseillers en placement, que tu as fait des conférences pour leurs clients aussi. Donc, si les gens sont curieux, veulent avoir plus d'informations, ils vont où? Bien, michelvilla.com, c'est mon site web. Dans le fond, c'est la meilleure façon d'aller chercher de l'information sur mon parcours. Puis tous les liens sont là pour rentrer en contact avec moi. Donc, ça serait la première étape, ça serait ça. Définitivement. Puis vous pouvez aussi le suivre sur les médias sociaux. Puis il partage toujours de l'information hyper pertinente. Merci Sarah, merci. Donc, Michel, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation, puis d'avoir partagé tellement de tes connaissances, tes compétences sur le comportement humain aujourd'hui. Bien, merci à toi, Sarah, puis merci à vous d'avoir pris le temps de visionner cet entretien. Merci. Merci. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous recherchez plus de ressources, que ce soit au niveau du marketing, du mindset, de la productivité pour votre pratique d'affaires, mais assurez-vous de rejoindre et de vous inscrire à notre blog où vous allez recevoir des ressources, des outils, des choses que j'utilise moi-même pour ma business que vous pouvez intégrer dans la vôtre immédiatement. Le tout est d'avoir une plus belle business, d'avoir un meilleur impact et de faire une différence. Parce que quand on comprend l'importance du comportement humain, quand on comprend on est efficace et productif et qu'on a un marketing qui résonne avec les gens, mais c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.